Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se mettre dans la peau de véritables détectives de l'esprit. Notre mission, si on l'accepte, c'est de décoder le langage un peu secret qu'utilisent les cliniciens pour naviguer dans les complexités de la santé mentale. Chaque mot qu'on va voir ensemble, c'est un indice, une pièce d'un grand puzzle. Alors, prêt à commencer l'enquête? Allons-y. En psychiatrie, ce qui soigne, c'est la relation. Cette phrase, elle est vraiment au cœur de tout. Elle nous rappelle une chose essentielle. Avant même de parler d'analyse ou de jargon technique, il y a d'abord et avant tout une rencontre en deux personnes. Et pourquoi c'est si important? Eh bien parce que c'est uniquement dans cette relation de confiance que la parole peut vraiment se libérer, que les indices, même les plus fins, peuvent apparaître. Sans cette dimension humaine, la meilleure des techniques ne sert à rien. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. La toute première étape, c'est ce qu'on appelle l'entretien clinique. Et là, l'outil le plus puissant, ce n'est pas un scanner high-tech ou une batterie de tests, non, c'est l'observation. Et c'est un véritable art. Ça veut dire écouter avec les yeux, être attentif au silence, aux hésitations, à la posture, à tout ce qui se passe au-delà des mots. En fait, cette observation, elle joue sur deux tableaux. D'un côté, il y a la fonction, disons, objective. Là, le clinicien est un peu comme notre détective. Il collecte des faits, des indices, des signes pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et de l'autre côté, il y a la fonction subjective, qui est tout aussi fondamentale. Il s'agit de créer un lien, de construire ce qu'on appelle une alliance thérapeutique. Et en pratique, ces deux aspects sont complètement indissociables. Ok, donc on a l'outil, l'observation. Mais pour s'en servir, il nous faut un langage. Et c'est précisément là qu'intervient la sémiologie psychiatrique. Il faut l'imaginer un peu comme un dictionnaire, ou même une grammaire qui serait conçue spécialement pour décrire et cartographier le monde intérieur. C'est un outil absolument essentiel pour mettre des mots justes sur des expériences qui, souvent, sont très confuses et douloureuses. Alors, dans ce langage, il y a deux briques de base, deux mots qu'il faut absolument distinguer. Le signe et le symptôme. La différence est super importante. Le signe, c'est ce qui est objectif, ce que le clinicien peut observer de l'extérieur. Par exemple, une personne qui parle très lentement. Le symptôme, par contre, c'est subjectif. C'est ce que la personne ressent, ce qu'elle rapporte de son expérience intérieure. Par exemple, le fait de se sentir triste. Donc, pour résumer, l'un est un indice visible, l'autre est une expérience vécue. Allez, premier mot de notre dictionnaire, la taxipsychie. Pensez à un TGV, mais pour la pensée. Les idées fusent, elles défilent à une vitesse folle, c'est comme une autoroute dans la tête. Parfois, ça peut donner une impression d'être super créatif, de passer d'une idée géniale à une autre en une fraction de seconde. Mais le plus souvent, c'est surtout un tourbillon complètement incontrôlable et épuisant où on n'arrive à attraper aucune pensée. Et ça mène à une énorme confusion. Et maintenant, on prend le parfait opposé, la bradypsychie. Là, on oublie le TGV. On est plutôt sur un vieux train à vapeur qui a du mal à monter la côte. Chaque pensée demande un effort considérable. On perd le fil de ses idées. C'est vraiment comme essayer d'avancer dans de la boue, mais mentalement. C'est un symptôme qu'on retrouve très souvent dans la dépression. Mais bon, le rythme de la pensée, ce n'est pas le seul aspect qui peut être touché. On va voir maintenant ce qui peut se passer du côté des émotions. Justement, parlons-en des émotions, ou plutôt de leur absence. Il y a un terme pour ça, un symptôme qui est souvent très déroutant, l'anédonie. Imaginez que le monde passe soudainement en noir et blanc. Le plat qu'on adorait n'a plus aucune saveur, la musique qui nous faisait vibrer nous laisse de marbre, voir ses amis devient une corvée. Attention, ce n'est pas simplement de la tristesse, c'est autre chose. C'est un vide, une absence totale de plaisir là où, avant, il y avait de la joie. Et maintenant, passons à un signe qu'on observe dans le comportement, la logorée. Alors là, c'est un véritable torrent de paroles. La personne parle vite, beaucoup, sans s'arrêter. C'est quasiment impossible de placer un mot. En fait, c'est souvent la conséquence directe de la tachypsychie dont on parlait tout à l'heure. La pensée va tellement vite que la parole essaye de suivre le rythme. C'est le TGV de la pensée qui se transforme en TGV de la parole. Ok, donc on a vu quelques mots de ce langage, des signes, des symptômes. Mais le point vraiment crucial à comprendre, c'est que ces mots n'arrivent presque jamais tout seuls, de façon isolée. En général, ils ont tendance à se regrouper, à former des ensembles cohérents. Et ces assemblages, en sémiologie, on les appelle des syndromes. C'est un peu comme si on passait des mots à des phrases complètes. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple très concret, l'épisode dépressif majeur. On ne va pas juste noter humeur triste. Non, on va regarder comment toutes les pièces du puzzle s'emboîtent. Côté cognitif, par exemple, on peut trouver des difficultés de concentration, des problèmes de mémoire. Côté affectif, oui, il y a l'humeur dépressive, mais aussi souvent ce sentiment de vide ou une grande anxiété. Et puis, côté comportemental, ça peut se traduire par un retrait social, un isolement. Vous voyez, c'est tout cet ensemble, cette constellation de signes et de symptômes qui va former le syndrome.
Voilà, c'est ça, la définition clé. Un syndrome, c'est un ensemble reconnaissable de signes et de symptômes qui ont l'habitude d'aller ensemble. C'est un pattern, un schéma. Et le fait de l'identifier, c'est une étape absolument fondamentale dans le raisonnement clinique. Ça permet de passer d'indices éparpillés à une vue d'ensemble, à la compréhension d'une situation clinique globale. Et une fois qu'on a identifié ces syndromes, eh bien l'étape suivante, c'est de les organiser dans des catégories encore plus larges. Si on continue notre métaphore, si les signes et symptômes sont les mots et les syndromes sont les phrases, alors ces grandes catégories, ce sont un peu comme les chapitres du grand livre de la santé mentale. Pour vous donner une petite idée, voici quelques exemples de ces grandes familles. On a par exemple les troubles de l'humeur, qui touchent, comme leur nom l'indique, à la régulation des émotions. On a les troubles anxieux, qui tournent autour de la peur et de l'inquiétude. Les troubles psychotiques, où il peut y avoir une perte de contact avec la réalité. Ou encore les troubles de la personnalité, qui décrivent des manières d'être et de réagir au monde qui sont très rigides et qui durent dans le temps. Alors, à ce stade, on pourrait se dire « Ok, mais pourquoi tout ce jargon? À quoi ça sert, au fond, tout ce langage un peu compliqué? Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir cette structure ?» Eh bien, l'intérêt est triple. D'abord, ça permet aux professionnels de santé de parler le même langage et de se comprendre. C'est la base. Ensuite, c'est indispensable pour la recherche. Sans termes précis, impossible de comparer des études et de faire avancer la science. Et enfin, et c'est peut-être le plus important de tout, ça aide les personnes elles-mêmes à mettre des mots sur leur souffrance. Et le simple fait de pouvoir nommer ce qu'on vit, c'est souvent la toute première étape pour aller mieux. Et pour terminer, je vous laisse avec une question qui montre bien toute la complexité et la nuance de ce domaine. Prenez quelqu'un qui est de nature assez méfiante. Est-ce que c'est juste un trait de personnalité ? Maintenant, imaginez que cette méfiance devienne tellement envahissante qu'elle en vient à détruire toutes ses relations sociales et à provoquer une souffrance énorme. À quel moment est-ce que ça bascule et devient un trouble ? La frontière est souvent très très fine, et c'est là tout l'enjeu et toute la difficulté du diagnostic clinique.